Passons maintenant au rappel sur les parties précédentes du cours de technique de manipulation d'un cathéter tunnelisé, c'est-à-dire rappel sur les exposés précédents et qu'ils ont été faits sur le même sujet concernant les techniques de manipulation d'un cathéter tunnelisé. Donc, premièrement, je vais commencer par petite définition. Les techniques de manipulation d'un cathéter tunnelisé, ce sont des soins infirmiers spécifiques garantissant des conditions d'hygiène, d'asepsie et de sécurité optimales pour le patient lors de la manipulation d'un cathéter tunnelisé. Cette définition est très claire. Passons maintenant aux différents objectifs des techniques de manipulation du cathéter tunnelisé. Donc, premièrement, on a les objectifs, c'est pour garantir la qualité et la sécurité des soins en respectant les règles d'hygiène et d'asepsie. Et par la suite aussi, mettre en place la surveillance spécifique du cathéter tunnelisé. Aussi, mettre en place la surveillance spécifique du patient, c'est-à-dire les deux, la surveillance spécifique du cathéter tunnelisé ainsi que la surveillance spécifique du patient. Et par la suite aussi, c'est pour assurer l'homogénéité des pratiques. Donc, c'est ça pour les objectifs des techniques de manipulation du cathéter tunnelisé. J'espère que ce sont clairs. On passe. Passons maintenant à la population concernée, c'est-à-dire les personnes qui doivent faire les techniques de manipulation du cathéter tunnelisé. Premièrement, on a l'infirmier diplômé d'État et aussi les médecins et aussi les médecins radiologues et par délégation manipulateur de radiologie, c'est-à-dire produit de contraste. Donc c'est ça, ce sont des personnes qui doivent faire ces actes. On passe. Passons maintenant à la surveillance des différents risques. Donc j'ai résumé ces surveillances sous forme du tableau, il est très explicatif. Donc pour la surveillance des risques infectieux, il faut d'abord surveiller l'absence de signes locaux d'infection au point de ponction, tels que l'inflammation, douleur, écoulement, etc. Et aussi surveillance de l'absence de signes cliniques tels que la fièvre, frisson, vomissement, etc. Et aussi surveiller les risques du thrombose. D'abord, des thromboses sont des formations d'un caillot dans un vaisseau sanguin ou dans le cœur. Et pour la surveiller, donc il faut d'abord surveiller la présence d'un reflux sanguin et la présence de douleur et l'absence du douleur et l'absence des œdèmes locales. Et aussi, pour surveiller les risques de dysfonctionnement du site, il faut d'abord surveiller la présence du reflux, et aussi l'injection sans résistance, et aussi la présence d'un bon débit et bien sûr l'absence du douleur lors de l'injection. On passe maintenant à la surveillance d'autres risques. Donc, pour la surveillance des risques d'extravasation, d'abord l'extravasation, c'est l'épanchement d'un liquide organique, ici c'est le sang dans les tissus. Pour leur surveillance, il consiste à surveiller la présence d'un reflux et l'absence de douleur et l'absence des œdèmes et de rougeur et d'induration, et aussi s'assurer de la bonne fixation du cathéter. Et pour surveiller les risques de déplacement du matériel, donc il faut surveiller la présence du reflux et l'absence de douleur lors des injections, ainsi que surveillance du débit régulier, quelle que soit la position du bras. Et pour la surveillance du risque d'embolie gazeuse, d'abord l'embolie gazeuse est un événement potentiellement gravisme qui se produit lors des bulles du gaz pénétrant ou se forment dans les artères obstruant le reflux sanguin. Donc, et pour surveiller ce risque, il faut d'abord s'assurer de l'intégrité du matériel, c'est-à-dire connecteurs, raccords, tubulures, etc. Et aussi surveillance du pansement fait en décubitus dorsal strict. Et pour surveiller les risques de phlébite du membre supérieur,
il faut d'abord savoir qu'est-ce que ça veut dire les phlébites. La phlébite est un trouble cardiovasculaire qui correspond à la formation d'un caillot du sang dans une veine. Pour surveiller ce risque-là, il faut d'abord surveiller l'absence du douleur, du rougeur, d'œdème au niveau du membre, etc. On passe maintenant. Passons maintenant à étudier la préparation à la manipulation. Bien sûr, avant toute manipulation du cathéter tunnellisé, il faut systématiquement vérifier la prescription médicale qui définit le geste à réaliser, parce que toute manipulation du cathéter tunnellisé est sous prescription médicale. Et bien sûr, consulter le carnet du suivi ou carnet de surveillance du patient lors de la première prise en charge pour identifier le type de dispositif en place. Et bien sûr, informer le patient du type de soin, quel que soit pansement ou prélèvement ou perfusion du produit, etc. N'importe quel soin, bien sûr, avant de faire, il faut avertir le malade. Et bien sûr, vérifier le point de ponction. Il est entré parmi la surveillance, donc il est très nécessaire de surveiller le point de ponction. Et toute suspicion de problème local tels que les œdèmes, l'inflammation, l'hématome, thrombose, doit conduire le professionnel à prendre l'avis du médecin pour une conduite à tenir. Je crois que c'est clair pour comment ça se fait la préparation à la manipulation. On passe maintenant. Passons maintenant au rôle infirmier dans la traçabilité. Bien sûr, l'infirmier diplômé d'État a obligation de renseigner le carnet de suivi et le dossier du patient, et aussi il doit noter les manipulations effectuées, l'ouverture, fermeture du voie, les incidents et les dysfonctionnements, etc. Tout doit être écrit et renseigné sur le carnet du suivi et le dossier du patient. C'est clair aussi pour la traçabilité. On passe. J'ai fait ce schéma pour mieux expliquer les différentes méthodes de manipulation du cathéter tunnellisé d'une manière qui est résumée. Et aussi, parmi ces méthodes, on a pansement de propreté. Les pansements de propreté, ils doivent être changés systématiquement toutes les 5 à 8 jours et toutes les 3 jours pour les patients infectés. Et quand le pansement n'est plus occlusif, et aussi doivent être changés systématiquement quand le pansement est essuyé. Et bien sûr, il y a d'autres méthodes telles que la mise en place d'un prolongateur avec robinet 3 voies sur la voie veineuse centrale tunnellisée, c'est-à-dire la perfusion de la voie centrale. C'est-à-dire on peut administrer certains médicaments solutés de perfusion, produits sanguines ou dérivés. C'est selon le cas et selon la maladie qu'on a. On peut administrer les différents solutés médicamenteux par ce voie centrale. Et aussi, il y a technique de prélèvement sur système de perfusée. On peut prendre des différents prélèvements à titre d'information. À noter bien que à chaque manipulation sur un prolongateur, le bouchon doit être systématiquement changé, bien sûr. C'est ça, ce sont les différentes méthodes de manipulation du cathéter tunnellisé. Et pour les deux autres techniques qui sont changement du système intermédiaire et distal et la technique de fermeture de la voie centrale tunnellisée, on va les voir par la suite en détail. Je vais vous parler maintenant en détail sur la technique du changement du système intermédiaire et distal. La première des choses, on va faire rappel du matériel en vue de la réalisation du soin.
Donc, je vais citer maintenant les différents matériels qu'on aura besoin et par la suite, je vais donner les différentes illustrations correspondant à chaque type du matériel. Donc, on aura besoin aux solutions hydroalcooliques, compresse stérile, plateau propre, sérum physiologique pour la purge du système, perfuseur, prolongateur, aiguille trocard, sac poubelle, Daum et Dasserie. Pour Daum, il désignait les déchets assimilés aux ordures ménagères et pour Dasserie, il signifiait les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Donc c'est clair. Remarque, le changement du perfuseur, rampe et prolongateur s'effectue tous les 3 jours au maximum. Changer systématiquement le perfuseur lors d'une transfusion du sang, de produits sanguines ou de dérivés lipidiques. Donc c'est clair, maintenant je vais vous donner les différentes illustrations correspondant à chaque type du matériel. On va voir tout de suite. Donc voilà, solution hydroalcoolique pour la désinfection des mains, etc. Et c'est très nécessaire. Compresse stérile, voilà l'illustration. Plateau propre, aussi l'illustration correspond. Et pour sérum physiologique pour la purge du système, donc voilà l'illustration qui correspond. Aussi perfuseur, voilà, donc ce sont des matériels qui sont banals, on l'utilise souvent dans les différents services. Voilà aussi prolongateur. Voilà l'illustration correspond. Voilà, ce sont des robinets. Il a des robinets comme vous voyez ici. Donc voilà l'illustration des aiguilles trocars. Ce sont très clairs, donc on les voit souvent dans les différents services aussi. Donc voilà, sac poubelle Daum Dasserie. Voilà l'illustration qui correspond. Pour Daum, donc on l'a déjà dit, il signifiait les déchets assimilés aux ordures ménagères. Et pour Dasserie, il signifiait les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Donc voilà leur illustration. On passe maintenant pour étudier le déroulement du soin. Donc première des choses, il faut faire la préparation du matériel en salle de soins en respectant l'asepsie. Donc, prendre un plateau propre comme plateau du travail, réaliser une hygiène des mains par friction avec une solution hydroalcoolique, c'est-à-dire toujours l'asepsie pour éviter l'infection et d'autres complications graves. Et aussi, préparer la perfusion en montant perfuseur, rampe et prolongateur. Purger le système sans oublier de purger les robinets en divisant légèrement les bouchons sans les retirer pour laisser échapper l'air. Donc c'est clair. L'ensemble du système de perfusion reste dans le plateau, l'extrémité du prolongateur protégée dans son emballage. Donc voilà, c'est pour éviter les fautes d'asepsie. Il faut que l'extrémité du prolongateur doit être protégée dans son emballage. La poche du perfusion doit mentionner l'identité de la personne, le contenu et la durée de la perfusion. Toutes ces informations doivent être présentes dans la poche de la perfusion. Donc c'est clair. Et par la suite, il faut faire l'adaptation de la nouvelle ligne de perfusion au patient. Donc une ligne de perfusion est caractérisée par l'assemblage de plusieurs dispositifs médicaux de perfusion connectés au dispositif d'abord vasculaire du patient.
Donc, dans l'adaptation de la nouvelle ligne de perfusion du patient, il faut premièrement faire l'hygiène des mains par friction avec une solution hydroalcoolique. Vous voyez ici, toujours on insiste sur l'asepsie des mains pour éviter les infections. Et par la suite aussi, suspendre la poche de perfusion et positionner la nouvelle rampe sur son support. Voilà. Par la suite, désinfecter aussi le robinet du système proximal avec une compresse stérile imbibée d'antiseptique alcoolique. Donc voilà ici, on désinfecte les mains, les matériels, tout pour éviter les risques. Aussi, fermer le robinet 3 voies du système proximal. Retirer l'ancienne ligne. Voilà, ici on retire l'ancienne ligne pour l'adaptation d'une autre nouvelle. Voilà. Donc, adapter le prolongateur de la nouvelle ligne au robinet, puis ouvrir le robinet. Vérifier la perméabilité du système. Régler le débit de perfusion en regard de la prescription, toujours. Donc, éliminer les déchets en respectant le tri des déchets, c'est-à-dire selon Daum ou Dasri. Donc, j'ai déjà expliqué ça. Réaliser une hygiène des mains par friction hydroalcoolique, c'est-à-dire au début et à la fin du soin. Toujours réalisation de l'hygiène des mains. Et à la fin, il faut tracer le soin. Donc, tracer le soin dans le dossier de soins du patient et dans le carnet de suivi ou de la surveillance du patient. Et procéder à la désinfection du matériel réutilisable, c'est-à-dire l'entretien du matériel qu'on peut l'utiliser par la suite. Donc, c'est ça, c'est clair. Passons maintenant, mes chers camarades, pour étudier la surveillance. Donc, la surveillance, elle repose premièrement sur la réalisation d'une friction des mains avec un PHA, c'est-à-dire un produit hydroalcoolique, avant toute manipulation, bien sûr. Et aussi, manipuler les tubulures et robinets avec des compresses imbibées d'antiseptique alcoolique. Donc, c'est pour éviter les fautes d'asepsie. Et en cas de perfusion des produits sanguines labis, donc ici, les produits sanguines labis sont des produits issus du sang d'un donneur destiné à être transfusé à un patient. Et il s'agit notamment du sang total, du plasma et des cellules sanguines d'origine humaine. Donc voilà. Et les lignes de perfusion doivent être changées entre chaque poche, bien sûr. Et les rampes doivent être fixées sur les pieds à sérum et ne doivent pas être en contact avec la literie du patient. Donc ici, les rampes, ça fait partie des matériels de perfusion. Ils ne doivent jamais être en contact avec la literie pour éviter les risques et les fautes d'asepsie. Donc voilà, c'est clair, on passe. Donc voilà, j'ai réalisé ce schéma, il est très explicatif, identifiant les bases de préparation du matériel et la réalisation du soin ainsi que l'asepsie. Donc voilà, première des choses, c'est la réalisation d'asepsie. Par la suite, préparation du matériel et du malade et la réalisation du soin. Et à la fin, on va éduquer le patient et réaliser la surveillance. Et bien sûr, n'oublions pas de faire la traçabilité, enregistrer toutes les soins qui sont prodigués. Donc voilà, c'est clair. On va passer maintenant. Donc voilà, je vais vous parler maintenant en détail sur la technique de fermeture de la voie centrale tunnelisée. Donc on va voir tout de suite. Pour réaliser la technique de fermeture du voie centrale tunnelisée, on aura besoin, la première des choses, à la préparation du matériel en vue de réalisation de ce soin. Donc je vais citer maintenant la liste des différents matériels qu'on aura besoin. Et par la suite, je vais donner les illustrations de chaque type du matériel. Donc, on aura besoin, la première des choses, à la
solution hydroalcoolique, champ stérile ou champ fondu, compresse stérile, 2 paires de gants stériles non poudrés, gants à usage unique non stériles non poudrés, pince stérile, c'est possible qu'on aura besoin, 2 masques chirurgicaux au minimum, bandelettes adhésives stériles, ciseaux bistouri si besoin, pansement adhésif stérile, savon antiseptique polyvidant iodé ou chlorhexidine, sérum physiologique ou eau stérile pour la réfection du pansement, sérum physiologique pour la purge système, bouchon, aiguille trocard, haricot, sac poubelle Daum et Dasserie. Pour sac poubelle Daum, il désignait les déchets assimilés aux ordures ménagères. Pour Dasserie, il désignait les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Collecteur AOPCT, donc c'est-à-dire les collecteurs des produits coupants et tranchants. Donc maintenant, je vais donner les illustrations correspondant à chaque type du matériel. Donc voilà, champ stérile ou champ fondu. Voilà l'illustration qui correspond. Deux paires de gants stériles non poudrés. Voilà. Pour les gants à usage unique non stériles non poudrés, donc voilà leur illustration. Ce sont des matériels banals. On utilise souvent dans les différents services. Voilà pour les pinces stériles. Donc boîte à pinces stérile. Voilà pour les deux masques chirurgicaux au minimum. Ce sont des masques chirurgicaux. Pour les bandelettes adhésives stériles, donc voilà l'illustration qui correspond. Pour les ciseaux bistouri, donc si besoin, on aura besoin du ciseau bistouri. Donc voilà leurs illustrations. Pour les pansements adhésifs stériles, voilà aussi leurs illustrations. Voilà. Et pour savon antiseptique polyvidant iodé ou chlorhexidine, donc voilà. Pour sérum physiologique ou eau stérile pour la réfection du pansement, donc voilà les deux illustrations correspondent. Voilà flacon du sérum physiologique et flacon de l'eau stérile. Voilà, donc ce sont des bouchons du cathéter, vous voyez. L'haricot, donc voilà. Et l'illustration correspond enfin à la collecteur, à OPCT, c'est-à-dire aux produits coupants et tranchants. Donc voilà, collecteur. Passons maintenant à la réalisation du soin de la fermeture du voie centrale tunnelisée. Donc, le déroulement du soin repose sur la première des choses, l'installation du patient en décubitus dorsal, et réaliser une hygiène des mains par friction avec une solution hydroalcoolique, préparer le matériel en respectant les règles d'asepsie, bien sûr poser le matériel sur un champ stérile toujours, mettre les gants à usage unique non stérile et retirer les pansements en place, retirer les bandelettes adhésives et les compresses,
Retirer les gants et réaliser une hygiène des mains par friction avec une solution hydroalcoolique. Vous voyez ici, donc réalisation d'hygiène des mains, puis retirer les compresses et aussi les bandelettes adhésives et aussi faire après la réalisation d'hygiène des mains, c'est avant et après. Et mettre les gants stériles ou utiliser des pinces stériles. Par la suite, réaliser une antisepsie du site, c'est-à-dire détertion avec savon antiseptique, rinçage avec NaCl à 0,9%, séchage à l'aide du compresse stérile par tamponnement, désinfection avec antiseptique alcoolique, respect du temps du séchage spontané. Donc voilà, on va respecter le temps du séchage spontané. On ne va pas essayer de forcer de faire le séchage. On va laisser donc le séchage spontanément. On passe donc par la suite, on va retirer les gants, faire une friction des mains avec une solution hydroalcoolique, remettre une paire de gants stériles, préparer une seringue de 20 ml avec 10 ml de NaCl à 0,9%, mettre en place le champ stérile sur le patient, clamper le cathéter, retirer le prolongateur avec robinet en place, adapter le seringue de 20 ml. Vous voyez ces étapes, donc c'est très nécessaire de respecter les étapes. Voilà. Et par la suite, il faut bien sûr déclamper le cathéter, puis injecter 10 ml de sérum physiologique en pression positive. À la fin de l'injection, clamper le cathéter. Après, adapter un bouchon percutable, c'est-à-dire qu'il peut percuter, ou bouchon simple stérile. Par la suite, mettre une compresse stérile pliée sur le bouchon, puis mettre un pansement adhésif stérile et occlusif. Après, il faut retirer les gants, inscrire la date de réfection sur le pansement, éliminer les déchets en respectant le tri des déchets, et à la fin, il faut réaliser une hygiène des mains par friction avec une solution hydroalcoolique. Et n'oublions pas bien sûr de tracer le soin. Dans le dossier de soins du patient, parler de l'état cutané, reflux, réaction du patient, etc. Et dans le carnet de suivi ou carnet de surveillance du patient, bien sûr, toujours inscrire l'état cutané, reflux, réaction du patient, etc. Et à la fin, procéder à la désinfection du matériel réutilisable, c'est-à-dire si matériel on peut réutiliser, donc il faut le faire l'entretien. Mes chers camarades, je vais vous parler maintenant de certains conseils à donner au moment du départ du patient. Donc, l'infirmier diplômé d'État remet au patient son carnet de surveillance et lui conseille de surveiller localement l'état cutané au niveau du point de ponction. L'IDE aussi, l'infirmier diplômé d'État, doit expliquer au patient qu'en cas de température supérieure ou égale à 38,5 degrés Celsius et ou de survenue de frissons, il doit toujours consulter le médecin. Et aussi, l'infirmier lui remet les ordonnances pour la réfection du pansement. Et aussi, l'infirmier diplômé d'État, il doit remettre également une fiche du conseil. Donc, à la fin, je vais vous envoyer un document qui contient un exemple du fiche du conseil. D'accord?
J'ai fait ce schéma pour résumer les différents points les plus importants du technique de la fermeture du voie centrale tunnelisée. Donc, la première des choses, il faut faire l'asepsie, toujours la réalisation de l'asepsie. Par la suite, la préparation du matériel. Et par la suite aussi, point très important, l'installation du patient confortablement, l'ouverture du soin à faire et la réalisation du soin. Et n'oublions pas à la fin de faire la traçabilité, tracer le soin. Tout cela vont nous aider à faire l'acte avec succès et sans complications. Et c'est ça ce qu'on cherche. Donc, comme d'habitude, j'ai fait quiz pour évaluer est-ce que vous avez bien compris toutes les parties de mon exposé ou non. Et j'espère que vous avez tout compris et que toutes vos réponses seront justes. Donc, on va commencer. Première question. Parmi les indications d'utilisation du cathéter tunnelisé, on a les infections ou la fièvre ou la chimiothérapie, l'injection et perfusion médicamenteuse en continu, voire faire des prélèvements sanguins et alimentation parentérale. Donc là où les réponses justes sont donc la réponse juste c'est la chimiothérapie, l'injection et perfusion médicamenteuse en continu, voire faire des prélèvements sanguins, alimentation parentérale. Donc c'est ça la réponse juste. Pour question numéro 2, parmi les contre-indications d'utilisation du cathéter tunnelisé, on a la fièvre, la chimiothérapie. Là où les réponses justes sont c'est la fièvre. Passons maintenant aux questions numéro 3. Donc, question numéro 3. Sur quoi repose la prévention lors des techniques de manipulation d'un cathéter tunnelisé? Est-ce qu'il repose sur lavage des mains et l'antisepsie cutanée ou l'ouverture du malade? Donc là où les réponses justes sont c'est lavage des mains et l'antisepsie cutanée, bien sûr. Passons maintenant. Donc, question numéro 4. Parmi les objectifs des techniques de manipulation d'un cathéter tunnelisé, on a garantir la qualité et la sécurité des soins en respectant les règles d'hygiène et d'asepsie ou diminution des douleurs. Donc là où les réponses justes sont c'est garantir la qualité et la sécurité des soins en respectant les règles d'hygiène et d'asepsie. Passons maintenant. Question numéro 5. La traçabilité repose sur la notation des manipulations effectuées, c'est-à-dire l'ouverture, fermeture de la voie, les incidents, le dysfonctionnement, etc. ou l'accueil du malade. Donc là où les réponses justes sont c'est la notation des manipulations effectuées comme l'ouverture, fermeture de voie, les incidents et les dysfonctionnements, etc. Passons maintenant.
Question numéro 6. Comment trouvez-vous cet exposé? Like or don't like? Donc, j'attends votre réponse. Et maintenant, donc, je vous invite à regarder ces deux vidéos que je vais les envoyer tout de suite. Donc, première vidéo et deuxième vidéo. Donc, ils sont très explicatifs. Première vidéo identifiant un rappel sur la technique de la pose du cathéter tunnelier. Donc, il est très explicatif. C'est juste à titre d'information parce que ce ne sont pas des actes infirmiers. C'est juste pour savoir comment ça se passe les choses. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Vidéo numéro 2, donc je vous invite aussi à regarder vidéo numéro 2 parce qu'il est très explicatif, identifiant toutes les étapes de la réalisation des techniques de manipulation du cathéter tunnelier. Donc c'est très explicatif, je vous invite franchement à regarder ces deux vidéos. Mes chers camarades, chers enseignants, monsieur Akrash Soufiane, je touche maintenant à la fin de ma présentation. Je vais terminer par petite conclusion récapitulative de tout l'exposé. Donc, pour conclure, on peut dire que pour diminuer l'incidence de ces complications, c'est-à-dire des complications des cathéters tunneliers, nous recommandons le respect strict des règles d'asepsie lors de la mise en place et lors de la manipulation des cathéters tunneliers qui sont considérés comme des soins infirmiers spécifiques garantissant les conditions d'hygiène, d'asepsie et de la sécurité optimale pour le patient lors de la manipulation d'un cathéter tunnelier. Donc, je crois que c'est clair, on passe. Et pour éviter le plagiat, je vais vous citer maintenant les différentes sources où j'ai trouvé les différentes informations que j'ai citées sur mon exposé. Donc, comme j'ai déjà dit, j'ai basé dans mon exposé sur le cours et le plan que M. Soufiane Akrash nous a envoyé. Il s'agit du cours des soins infirmiers en gynécologie. Et j'ai trouvé d'autres informations nouvelles sur le site web www.infirmier.com, ainsi que j'ai trouvé d'autres définitions sur la rousse médicale. Et j'ai ajouté certaines nouveautés aussi que je l'ai trouvées sur les deux chaînes YouTube, la chaîne des infirmiers et infirmières et l'autre chaîne c'est Nice Anatomy. Donc c'est grosso modo les sources où j'ai trouvé les différentes informations que j'ai citées sur mon exposé. Donc j'espère que vous avez tout compris. On passe maintenant. Et bien sûr, il faut toujours prendre soin des personnes qui souffrent du cancer et les prodiguer des soins palliatifs afin de minimiser leur souffrance et pour améliorer la qualité de leur vie. Donc j'espère que vous avez bien compris toutes les parties de mon exposé et merci pour votre attention. Mes chers camarades, chers enseignants, monsieur Akrash Soufiane, je touche maintenant à la fin de ma présentation. J'espère que vous avez tout compris. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai aujourd'hui online 24 heures sur 24 heures pour répondre à toutes vos questions. Donc, exposer ce titre technique de manipulation d'un cathéter tunnelier présenté par moi, même Bouchabalouvna. J'espère que vous avez tout compris. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, je répète encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, je serai aujourd'hui online 24 heures sur 24 heures pour répondre à toutes vos questions. Et merci beaucoup.